Allons-y parler un peu de cette décision du gouvernement qui, en passant, est rentrée un vendredi. Là, pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les médias, on s'entend que c'était pas une annonce que le gouvernement espérait prendre un peu d'attention dans les médias. Vous voulez pas lui donner de la visibilité. Alors tu choisis le vendredi avant le week-end. Exact. Une décision qui vient un peu moi, je dirais nuire peut-être avec les relations que le gouvernement a déjà avec la communauté anglophone. Une décision, dans le fond, de la ministre de l'Éducation supérieure qui a annoncé que les universités anglophones, dans le fond, c'est surtout une annonce qui affecte les étudiants universitaires non québécois, donc qui viennent de l'extérieur du Québec, ou les étudiants étrangers qui viennent d'autres pays ici. Et d'après la ministre de l'Éducation supérieure, ils étudient ici en rabais, puis ils se lèvent, puis ils quittent. Donc, elle a décidé de presque doubler les frais scolaires pour ces étudiants-là, spécifiquement pour les universités anglophones. Donc, on parle évidemment de l'université de McGill, Concordia et de Bishops. Une université un peu plus petite, là, mais quand même anglophone. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en pensais, parce que moi, je pense que, surtout pour McGill et Concordia, Bishop, je ne connais pas trop, là. C'est des institutions qui font rayonner le Québec. Oui. Et puis, je sais qu'ils amènent beaucoup d'étudiants de l'étranger. Je ne suis pas convaincu que tous les étudiants quittent après avoir étudié. Surtout, je sais que j'ai lu quelque chose de Concordia qui est sorti dire que la moitié des étudiants étrangers qui viennent à Concordia restent à Montréal. Il y a un programme où l'université trouve des coopératives ou des programmes pour les installer au Québec. Et l'argument des universités, c'est que, regarde, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que peut-être le gouvernement doit faire plus pour s'assurer que ces gens-là restent. Oui, mais en fait, le sujet est plus complexe que ça et les raisons invoquées par le gouvernement du Québec sont légèrement plus nuancées et différentes de ce que tu dis, dans le sens que ici, c'était pas une question de ils restent pas, ils viennent étudier à rabais, pas à rabais, c'était pas trop ça. La réalité, c'est que il faut comprendre que le système d'enseignement supérieur au Québec est basé sur une méthode de calcul. Et la méthode de calcul qu'avait mis en place le gouvernement libéral en 2018, avant de perdre les élections, permettait aux universités de fixer ou de déterminer les frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Puis, il y avait aussi des frais particuliers pour les étudiants canadiens des autres provinces. Mm-hmm. C'est tout à fait normal que des étudiants canadiens d'autres provinces payent plus que des Québécois dans des institutions québécoises, pour la simple et bonne raison que, oui, d'accord, c'est nos concitoyens canadiens d'ailleurs au pays, mais en même temps, les impôts que payent leurs parents eux-mêmes quand ils travaillent, ils les payent dans leur province d'origine. Et donc, quelque part, ce serait injuste que ce soit le contribuable québécois qui assume une bonne partie de ce que coûte leur éducation au Québec. Bon, cela dit, je veux quand même insister sur une chose. C'est que moi, je trouve que l'idée de doubler les frais de scolarité pour des étudiants internationaux, pour des étudiants canadiens provenant d'autres provinces, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée parce que là, on essaye, par une espèce de calcul alambiqué, d'essayer de financer indirectement les universités francophones à travers ça. C'est-à-dire qu'avec cet argent supplémentaire que les universités vont se faire, une partie va revenir au gouvernement du Québec, va être réinvestie dans des universités francophones. C'est une manière, selon le gouvernement, de rééquilibrer les choses parce que
ce qu'il faut savoir, c'est que l'attraction pour les études, pour les universités anglophones, particulièrement des gens qui viennent de l'extérieur du Québec, des Canadiens qui viennent de l'extérieur du Québec, comme pour les internationaux d'ailleurs, souvent l'attractivité des universités anglophones est beaucoup plus importante. Pour une question évidente là, de langue, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et on essaye de retrouver un certain équilibre là-dedans. J'ai beaucoup de misère avec cette façon-là. C'est parce que pour essayer de mieux financer les universités francophones, on est en train de nuire aux universités anglophones. Et c'est très dommage. D'abord, parce que les universités anglophones, quand bien même elles soient anglophones, elles sont très légitimes ici au Québec. Là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que des universités anglophones, historiquement, n'ont pas de légitimité au Québec. Ouais. Je m'excuse, mais l'université McGill, par exemple, pour citer juste elle a plus de 200 ans. Donc, c'est une université québécoise, même si elle est d'expression anglaise. Ouais. C'est une université qui apporte énormément au Québec. Forme des Québécois, extraordinaire. Oui, forme d'autres, c'est-à-dire des gens, des internationaux, et forme aussi des Canadiens qui viennent d'autres provinces. Mais savez-vous quoi? Ça sert aussi au rayonnement du Québec. Ça sert au rayonnement du Québec. Tu sais, quand tu as des gens qui viennent de Chine, de l'Inde, ou qui viennent tout simplement d'ailleurs au Canada, de Vancouver, de Toronto, de Calgary, de Halifax, mais qui sont fiers d'avoir étudié à McGill, une institution située à Montréal, au Québec, une institution québécoise, même si elle est de langue anglaise, ça fait une publicité incroyable. C'est des gens aussi qui ramènent beaucoup d'argent. D'abord parce qu'ils payent, ils payent des programmes, ils les payent très cher. Ils payent évidemment des loyers, même si c'est controversé en cette période. Ils payent des taxes. Aussi, ici, à la consommation. Montréal rayonne. Et Montréal fait rayonner le Québec aussi. Et ils font partie de ça. Alors franchement, c'est une décision qui est dommageable. Je pense, bien honnêtement, bien humblement, même si j'ai pas fait l'exercice moi-même, mais en même temps, c'est pas à moi de le faire, que il y avait d'autres façons de réduire l'écart de financement entre les universités anglophones et francophones, que d'essayer de nuire aux anglophones. Et pourquoi je dis ça, puis je te redonne la parole, George? Parce que la différence de financement, c'est pas que Québec finance plus les anglophones que les francophones. C'est pas ça du tout. C'est que la formule de financement qui est en place, comme elle permet aux universités anglophones aux universités, de déterminer leurs frais de scolarité pour des étrangers notamment, les universités anglophones sont tellement en demande, parce que c'est pas juste des francophones qui les demandent, c'est des gens de partout dans le monde, il suffit juste pour eux de parler anglais, que qu'importe le prix qu'ils fixent, il y a de la demande, et cet argent-là, les universités se mettaient dans les poches. Sauf que les universités francophones, qui sont pas moins bonnes, pas moins pertinentes, pas moins, qu'elles sont tout aussi bonnes, tout aussi légitimes. Enfin bref, elles sont extraordinaires. C'est l'Université de Montréal, HEC, enfin bref, tout ça. Polytechnique, c'est extraordinaire. Comme, c'est francophone. Le seul problème, c'est que ils peuvent pas fixer les mêmes frais de scolarité parce qu'ils risqueraient d'avoir moins. C'est-à-dire qu'ils se mettraient... Parce que le bassin de francophones est plus petit que le bassin anglophone, ou tout du moins le bassin mondial qui utilise l'anglais pour étudier. Et c'est là, que c'est problématique. Moi, quand j'ai entendu ça, initialement, je me suis posé la question, mais c'est quoi les options que tu laisses? Parce que quand tu dis à un élève, à un étudiant, soit ailleurs du Canada ou à l'international, que mais tu veux étudier à Montréal, voici mon cher tes options. Soit
tu vas dans une université anglophone puis tu payes double le prix, ou soit tu étudies en français. C'est sûr là, que s'il ne veut pas payer l'argent, il ne connaît pas le français, donc c'est sûr qu'il ne va pas aller à l'université francophone. Il va juste se tourner puis partir puis aller ailleurs. Ça, c'est une clientèle qu'on va perdre au Québec, à Montréal surtout. Mais il faut parler de Bishop. Il faut parler de Bishop parce que Bishop, c'est la seule université anglophone en région, située à Lennoxville, à quelques minutes seulement de Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, dans laquelle historiquement existent des minorités anglophones très bien établies, québécoises comme jamais. Mais je pense que Bishop, à moins que je me trompe, je suis désolé pour t'interrompre, mais ils ont des attentes avec les universités avec l'université de Sherbrooke. Ils travaillent ensemble, ces universités-là. Mais en fait, Bishop travaille avec des universités d'ailleurs partout en Amérique du Nord, même des petites universités américaines. Et d'ailleurs, il y a très souvent des Américains qui viennent étudier à l'Université Bishop. Puis oui, il y a des Canadiens d'autres provinces qui viennent à l'Université Bishop. Puis c'est très important pour l'Université Bishop. Puis cette façon de faire, qui va avoir des répercussions sur le financement de l'Université Bishop, ben pourrait... En fait, c'est simple. Il y a certains programmes de l'Université Bishop qui vont fermer parce qu'il n'y aura pas assez d'étudiants ou ils n'auront pas assez d'argent pour les garder ouverts. Ouais. L'Université Bishop pourrait, à terme... avoir même des problèmes de survie. Et j'exagère pas. J'exagère pas. Alors, très sincèrement, c'est sincèrement une idée qui est un peu particulière. Je comprends absolument le besoin du gouvernement de s'assurer que les universités francophones puissent être financées adéquatement et que, justement, elles soient en mesure de faire concurrence, de compétitionner avec les universités anglophones auprès des étudiants canadiens des autres provinces, voire même des étudiants étrangers. Bref, de trouver une manière de combler ça, parce que c'est un fait, c'est la faute de personne, mais c'est un fait. Les universités anglophones... c'est un plus gros bassin de personnes qu'on va chercher. Et forcément, comme la demande est plus forte, alors tu te permet de mettre des prix, c'est-à-dire des frais de scolarité plus élevés et qui viennent contribuer à ton financement. Je comprends qu'il faille rééquilibrer les choses. Ce que je ne comprends pas, c'est comment, en voulant rééquilibrer les choses, on puisse nuire à des universités qui apportent énormément. Puis moi, je vais te dire, très honnêtement, bien que je sois francophone, j'ai étudié à l'université Concordia, qui est une université québécoise de langue anglaise, effectivement. J'y étais notamment pour apprendre l'anglais et je suis très fier d'avoir fait cette université-là et je crois que l'Université Concordia ne nuit pas non plus à l'identité québécoise, malgré le fait qu'elle soit de langue anglaise. Au contraire, elle contribue au rayonnement de Montréal. Mais en plus, Montréal, qu'est-ce qui fait d'elle aussi une ville étudiante unique? On dit que c'est la meilleure ville étudiante au monde. Mais pourquoi? Parce qu'il y a, je ne sais pas, 6-7 universités / écoles d'enseignement supérieur qui sont là, de classe mondiale, et on en a en français puis on en a en anglais. C'est l'un des rares endroits dans le monde où on a ça, et de les je vais pas dire maltraiter parce que c'est pas l'objectif, mais de les malmener de la sorte, c'est pas correct. La question qui me revient, c'est sûr que moi je comprends pas ça. C'est sûr que économiquement, socialement, ça va nuire à la province. Mais la chose la plus frappante pour moi, et peut-être que j'ai tort, je sais pas, mais je l'associe immédiatement à une politique nationaliste de la CAQ qui dit « Nous, là, on s'est campé ici, puis ça va être nous les protecteurs de la langue française, puis blablabla. » Puis je comprends là, la politique puis l'idéologie qui vient jouer dans le terrain, mais tu peux pas, comme tu as dit, nuire à un progrès sociétal et à un progrès éducationnel aussi, là, tu comprends? À cause que toi, tu veux être le parti ou le gouvernement qui a fait le plus pour protéger la langue française.
tu peux pas mélanger les deux. Honnêtement, sincèrement, je vais être honnête avec toi. Je crois que le rééquilibre entre université francophone et université anglophone est nécessaire et je pense que n'importe quel parti politique s'y serait attaqué. Sauf que, encore une fois, s'attaquer à ce déséquilibre-là, c'est pas en nuisant à quelqu'un, mais c'est plutôt en essayant de régler le problème. Donc, tu n'essayes pas de régler le problème en créant un autre. C'est ça que j'essaye de dire. Maintenant, là où je te rejoins un petit peu, c'est que, oui, le constat initial, c'est celui de rééquilibrer les choses entre université francophone et université anglophone. Mais c'est sûr que, oui, ça a été enrobé d'une sauce nationaliste en lien avec le français, qui, à mon avis, n'avait pas sa place. Ouais. Parce que c'est pas vrai que le fait de recevoir des étudiants canadiens d'une autre province qui étudient en anglais et qui, d'ailleurs, pour certains, retournent effectivement dans leur province d'origine, c'est pas une question... On n'est pas en train de nuire aux Français comme ça. Et puis, le français, il faut le promouvoir. Le français, il faut faire en sorte que ça attire. Sauf que ce genre de décision, ça donne l'impression que les francophones et ceux qui veulent défendre le français sont comme recroquevillés sur eux-mêmes, ils sont fermés. Ça envoie un mauvais signal. La réalité, c'est que il y a des manières aussi d'attirer des Canadiens d'autres provinces pour venir étudier en français. Il y en a. D'abord, il y a des francophones hors Québec, qui pourraient être intéressés par venir étudier dans des universités francophones. C'est déjà le cas, mais ça pourrait être encore plus le cas. Écoute, il y a des étudiants internationaux qui apprennent le français pour étudier en français. Il y a des étudiants internationaux qui apprennent l'anglais pour étudier en anglais. Est-ce qu'on pourrait avoir des étudiants canadiens anglophones qui apprennent le français pour étudier en français? C'est possible. Est-ce qu'on s'est jamais penché sur la question au Québec? Non, parce qu'on fait... à mon avis, je pense qu'on s'isole un peu. On n'essaye jamais d'améliorer les ponts avec le reste du Canada. Puis je trouve ça un peu dommage. Mais là, c'est quoi l'option maintenant pour ces universités-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ça commence déjà en 2024, l'année prochaine. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Qu'est-ce qu'elles vont faire? D'abord, la réalité, c'est qu'elles ne pourront pas faire grand-chose pour la simple et bonne raison que une décision gouvernementale, ça va être une décision gouvernementale, ça va être un diktat, ça va leur être dicté, leur être imposé. Ça va faire mal tant à McGill qu'à Concordia et ça va faire encore plus mal à Bishop. McGill est quand même bien organisé comme université, capable d'aller se faire financer par des dons qui viennent d'ailleurs de partout dans le monde. D'ailleurs, je rappelle que ces étudiants internationaux puis ces étudiants canadiens hors Québec qui retournent chez eux envoient de l'argent à McGill, qui est une université anglophone, québécoise, d'expression anglaise, effectivement, anglophone. Donc, c'est de l'argent qui se retrouve au Québec pour des projets énormissimes ici au Québec, avec des projets d'infrastructure énormes comme celui du Royal Victoria, de l'ancien hôpital Royal Victoria, et comme d'autres projets d'infrastructure qui permettent à McGill de demeurer parmi les meilleures universités, pas juste en Amérique du Nord, mais dans le monde. Et donc... Je sais pas ce qu'ils vont faire. C'est sûr que j'ai moins peur pour McGill et Concordia que pour Bishop, mais McGill et Concordia vont aussi avoir un gros enjeu.